Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le mercredi 17 juin 2020. Bienvenue dans À l'air libre. À mes côtés, Dan Israël de la rédaction. Salut Dan, quel est ton programme ? Alors, je vais discuter avec deux sociologues qui s'intéressent à une catégorie de salariés dont on parle très peu, les travailleurs domestiques. C'est ceux qui travaillent chez les particuliers, très riches ou simplement aisés. Et on va s'interroger sur les conséquences pour eux du confinement et du déconfinement. À tout à l'heure, Dan. Dans un instant, retour sur l'affaire Vassal à Marseille, l'héritière de Jean-Claude Gaudin, candidate LR au municipal. On en parle avec notre partenaire Mars Actu, qui révèle de nouveaux éléments sur des possibles manœuvres frauduleuses. L'artiste du jour, Lola Marsh, un groupe de pop israélien de Tel Aviv. Il nous joue un extrait de son deuxième album. Enfin, comme chaque mercredi, les déconfinautes d'Usul et Cotentin, à l'air libre numéro 62. C'est parti! Le camp de Martine Vassal s'est-il adonné à des manœuvres frauduleuses dans le cadre de la campagne des municipales à Marseille ? La justice le dira, puisqu'une enquête préliminaire a été ouverte. Et notre partenaire, Mars Actu, révèle dans ses colonnes de nouveaux éléments qu'il est aussi possible de lire sur le site de Mediapart. Pour en parler, j'accueille Jean-Marie Le Forestier. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Valentine. Tu es journaliste et cofondateur de Mars Actu et tu as enquêté sur ce possible système de fraude aux procurations. D'abord, un mot sur la candidate Martine Vassal. C'est la candidate investie par les Républicains, censée succéder à Jean-Claude Gaudin. L'enjeu est donc énorme pour elle. Oui, bien sûr. Martine Vassal est la garante, on va dire, d'un héritage de 25 ans de droite à Marseille. Jean-Claude Gaudin est maire depuis 1995. Il l'a clairement soutenu et ces derniers jours encore pour être celle qui lui succédera au perchoir municipal. Alors, Martine Vassal, c'est quelqu'un qui était assez méconnu il y a encore 4-5 ans et qui a, à la surprise générale, battu Jean-Noël Guérini pour diriger le département des Bouches-du-Rhône. Jean-Noël Guérini, que les lecteurs de Mediapart comme de Mars Actu connaissent très bien, ancien président du département socialiste dont nous avons documenté et le clientélisme et les affres judiciaires. Donc une victoire à la surprise générale qui l'a placée en héritière naturelle quasiment de Jean-Claude Gaudin. Il lui a cédé la place en cours de mandat à la tête de la métropole qui regroupe Aix, Marseille, Aubagne, Martigues. Ce qui lui donne une double présidence de poids aujourd'hui et qui la plaçait en tout cas avant le premier tour, comme la vraie favorite de cette élection. Et là, elle est donc en difficulté. Les enquêteurs ont procédé déjà à pas mal de perquisitions. Que soupçonnent-ils exactement ? Ils soupçonnent, selon les termes même de la procureure de la République, des manœuvres frauduleuses pour établir des procurations. Le circuit habituel d'une procuration, si vous en avez déjà fait une, vous savez que c'est assez simple. On se rend au commissariat, au tribunal, on rencontre un officier de police judiciaire, on remplit sa procuration en étant présent, on vérifie notre identité, on indique la personne qui votera pour nous, et voilà, la chose est faite. Sauf que là, on a plusieurs éléments qui permettent de dire qu'un système de procuration était en place et ne nécessitait pas le passage devant un officier de police judiciaire. Ce sont en fait des colistiers de Martine Vassal qui se proposaient de recueillir eux-mêmes les procurations et de les transmettre ensuite à la police, ce qui est illégal et ce qui constituerait un système de détournement de la procédure au profit de la candidate. Alors justement, ce matin, vous révélez de nouveaux éléments, notamment des vidéos dans lesquelles, on va la voir, cette première vidéo dans laquelle on voit le tête de liste LR des 11e et 12e arrondissements, Julien Ravier, insister pour valider des procurations non inscrites sur les registres officiels. On regarde un extrait. Vous prenez toutes les procurations et vous mettrez. Non, mais vous êtes qui pour décider? C'est le président du bureau de vote qui décide. On est d'accord? C'est pas la préfecture. Ce sont les listes électorales. Et vous mettrez ce que vous voulez sur ces listes. Vous baissez le ton, vous vous calmez s'il vous plaît. Alors cette vidéo, Jean-Marie, elle a été prise où et quand? Que risque Julien Ravier? Alors, cette vidéo, elle date du premier tour des élections municipales le 15 mars. Donc, Julien Ravier, c'est cet homme qu'on voit avec la veste grise et l'écharpe bleue dans la vidéo. On le voit assez furtivement. Ce qui se passe, en fait, c'est que dans ce secteur-là en particulier, des procurations sont arrivées dans la journée du 15 mars et étaient de simples photocopies
d'une procuration normale. Et là, ce qu'on voit, c'est des assesseurs des différentes listes en lice pour le premier tour qui contestent la validité de ces procurations, et Julien Ravier qui insiste pour qu'elles soient prises en compte. Alors, autre vidéo qui démontre ce que tu décris, une vidéo qu'on va aussi regarder, un échange tendu entre la présidente d'un bureau de vote dans le quartier de la Rouguière et un de ses assesseurs. On me les a apportés ce matin. Il y en a deux. Il y en a deux autres qui sont dedans. Non, il y en a Deux autres? Il n'y a personne qui a voté en photocopie? Il y a deux personnes qui ont voté avec des procurations. Deux. Ce matin, j'étais d'accord avec toi, je t'ai dit, est-ce que je peux les regarder? Je les ai regardés et j'ai dit, oui, mais je t'ai dit ou pas, on les prend pas. Je te l'ai dit ou pas? Et je l'ai dit. Et je suis pas de mauvaise foi, je te l'ai dit. Et après, on l'a laissé là. On l'a laissé là. Et à partir de 16h, t'as dit, on a reçu l'ordre de les accepter. Le message de Valérie Boyer et de Ravier. Donc, je les ai regardés, on les a laissés de côté. Mais je t'ai dit qu'on n'a pas le droit de les accepter. Alors, que démontre cet échange? Elle démontre que l'acceptation de ces photocopies est bien réalisée à l'initiative de Julien Ravier et Valérie Boyer, qui signent un SMS de leurs initiales et dont parlent nos protagonistes dans la vidéo qu'on vient de voir. Les initiales au pied, donc voilà, de Julien Ravier, le maire des 11e et 12e arrondissements, et de Valérie Boyer, la députée du coin, qui est aussi sa prédécesseur dans cette mairie. Et le hic dans cette histoire, c'est que ces deux candidats, pour Martine Vassal, n'ont aucune légitimité pour donner des ordres à un président de bureau de vote. C'est le service des élections de la mairie de Marseille qui est le garant de ces élections, au même titre que la préfecture. Et donc, ce ne sont pas des candidats ou des maires d'arrondissement qui peuvent ordonner au président de bureau de vote de procéder à une quelconque opération, d'ailleurs, en l'occurrence à l'acceptation de procurations photocopiées. Au contraire, notre enquête démontre qu'il existe un système dans ces cas-là pour accepter des procurations arrivées le jour même, notamment. Vous pouvez aller au commissariat jusque le dimanche, même à midi, 13h, 14h, et réussir à voter en fin de journée. Il y a des véhicules qui sont prévus avec des agents qui viennent déposer en main propre les procurations du jour. Donc ce système aurait pu être mis en place ce jour-là, et rien ne dit a priori qu'il était possible d'utiliser des procurations photocopiées. La ville de Marseille, depuis le début de l'enquête préliminaire ouverte par le procureur de la République de Marseille, la procureure de la République, pardon, la ville de Marseille reste tout à fait silencieuse et ne veut pas commenter les éléments de l'enquête pour l'instant, dont ce SMS fait indirectement partie aujourd'hui. Au fond, qu'est-ce qui pose problème? C'est des gens ne savent pas qu'ils ont voté pour tel ou tel candidat, en l'occurrence peut-être un candidat ou une candidate LR, ou bien ce sont des gens à qui on a forcé la main pour qu'ils donnent leur procuration en faveur d'un vote LR? Au fond, ce qui pose problème, et c'est encore plus vrai dans le cadre de ce deuxième tour, c'est qu'avec des abstentions de l'abstention à un haut niveau et une participation très faible, c'est la course à ceux qui ne vont pas voter d'habitude. Et donc, ces gens-là veulent sûrement voter pour la plupart pour la liste de droite. Par contre, on leur met en place un système qui leur évite toute une série de démarches administratives obligatoires, notamment la vérification de l'identité par un officier de police judiciaire, et ce pour accumuler le maximum de voix. Ensuite, on commence à avoir des témoignages sur des personnes plus vulnérables qui auraient eux aussi établi des procurations sans forcément avoir toute leur tête, ou en tout cas sans forcément bien comprendre que la personne à qui elles confiaient leur vote était impliquée dans la campagne de Martine Vassal. Ouais, et là ça pose encore plus problème. Dernière révélation dans cette affaire, vous avez découvert qu'un militant de la droite locale était habilité depuis des années par la police et le tribunal à recueillir des procurations. Pourquoi ça, c'est un problème? Alors, c'est un système qui est tout à fait méconnu, qui s'appelle les délégués des officiers de police judiciaire. Grosso modo, les policiers, les gendarmes n'ont pas forcément que ça à faire d'aller au domicile des gens pour recueillir des procurations. Et donc, ils ont pour ce faire des citoyens lambda, si je puis dire, qui sont par la police et le tribunal pour aller recueillir les procurations à leur place. La difficulté dans ce cadre-là, c'est que
on a un militant LR de longue date, très proche du maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, et de Martine Vassal, qui s'est retrouvé avec une double casquette, à la fois représentant des officiers de police judiciaire et donc indirectement de l'État, et à la fois militant de la droite locale. On a plusieurs éléments dans notre enquête, plusieurs témoignages qui montrent que, alors qu'il aurait dû n'obéir qu'à des policiers, il acceptait aussi des demandes venant de militants de son camp, qui lui demandaient de venir pour prendre une procuration ou une autre. Et élément encore plus troublant, on a appris au fil de cette enquête qu'ils avaient un certain nombre de formulaires qui leur étaient remis pré-tamponnés. C'est-à-dire que l'officier de police judiciaire remplissait avec son tampon un certain nombre de procurations et en théorie, on nous dit qu'il les regardait au retour, mais en soi, le formulaire était tout à fait valide quand il revenait au commissariat sans aucun contrôle supplémentaire. Donc ça, c'est assez inquiétant. Et ce monsieur, Robert Gachon, on documente son parcours, et pas à son premier coup bizarre aux législatives, alors qu'avec une autre Marseillaise, il s'était présenté dans une circonscription des Français de l'étranger comme soutien du président Macron pour parasiter la candidate officielle de La République En Marche et servir les desseins de Thierry Mariani, qui à l'époque était encore chez les Républicains et qui espérait ravir cette circonscription. Donc ça donne un petit peu le pédigré de cet homme. Effectivement, il manque pas d'imagination. À ce stade, que risque Martine Vassal et est-ce que le premier tour peut être invalidé ? Alors ça, c'est encore un peu tôt pour le dire. Ce que risque Martine Vassal, déjà, c'est une dégringolade aux élections. Elle n'était pas très bien partie au premier tour. Elle a terminé deuxième à la surprise générale. Et l'onde de choc de cette affaire paralyse sa campagne. C'est assez clair. Elle n'arrive pas. Cette semaine, elle devait parler environnement, développement durable, aménagement de la ville. Et cette séquence de communication a été totalement mise de côté pour l'instant parce que de toute façon elle est inaudible. Ensuite, la question est de savoir pour l'enquête si Martine Vassal avait connaissance ou pas du système qui a été mis en place par certains de ses colistiers. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des dérives individuelles ou est-ce que au sein même de l'état-major de la campagne et peut-être même jusqu'à la candidate, on connaissait cette façon de faire et on l'approuvait au moins par le silence. Sa responsabilité devrait être probablement déterminée par l'enquête judiciaire. Merci Jean-Marie Le Forestier de Mars Actu. J'en profite pour signaler une autre enquête que vous publiez sur votre site Mars Actu et qui est aussi à lire sur Mediapart, une enquête sur des travailleurs saisonniers venus de l'étranger, confinés, sans indemnité parfois, testés positifs et pour lesquels celui qui les emploie n'a que peu de considération, à lire donc sur Mars Actu et sur Mediapart. Merci d'être passé dans l'air libre, Jean-Marie Le Forestier. À bientôt. Musique avec le duo de musiciens israéliens Lola Marsh, le groupe de Tel Aviv interprète un de ses titres phares, Wishing Girl. Hi Mediapart. Hey guys. We are Lola Marsh and we're going to play for you our song Wishing Girl. Ready? Yeah. 1, 2, 3. Sure need a lazy summer day. But oh dear,
jungle. 'Cause you are my lonely star, and I'm your wishing star. 'Cause you are my lonely star, and I'm your wishing star. 'Cause you are my lonely star, and I'm your wishing star. 'Cause you. Thank you. Bye, guys. Thank you. Bonjour, ensemble on va se poser une question. Comment travailler chez les autres ? Comment travailler et vivre en tant que domestique ou que salarié à domicile ? Cette question s'est posée avec d'autant plus d'acuité au moment du confinement, durant la période de la crise sanitaire, et elle se pose encore largement aujourd'hui. Alors pour en discuter, nous avons deux invités. On commence avec Alizée Delpierre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous travaillez notamment sur la question de la domesticité et si je ne m'abuse, vous venez de soutenir votre thèse sur cette question il y a tout juste quelques jours. C'est ça. Là, très bien. Depuis le début de la période de confinement, vous avez écrit plusieurs articles dans des médias grand public, pour Libération ou sur le site Contretemps, pour vous interroger sur les conséquences de cette période de confinement pour des salariés qui travaillent chez des particuliers, notamment par exemple des femmes de ménage. Et vous avez un point commun avec notre deuxième invité, Bruno Cousin, bonjour. Bonjour Ben Israël, merci à Mediapart. Je vous en prie, bienvenue. Vous avez tous les deux écrit en fait dans un tout récent numéro de la revue Actes de la recherche en sciences sociales, titré Servir les riches. Et Bruno Cousin, vous avez même co-dirigé ce numéro avec Anne Lambert. Donc Bruno Cousin, vous êtes également sociologue. Vous travaillez aussi notamment sur le travail domestique, mais alors là pour le coup chez les très riches, en interrogeant par exemple les trajectoires des maîtres d'hôtel, des coachs, des entraîneurs sportifs, des grandes fortunes. Donc je suis ravi de vous rassembler pour poser un peu des questions, pour savoir comment ça se passe quand on travaille chez les gens. On peut peut-être commencer évidemment avec la période du confinement. Alizée Delpierre, vous avez pu récemment discuter avec quelques-uns des travailleurs et quelques-unes des travailleuses à domicile que vous aviez rencontrés pour vos travaux. Et si je comprends bien, vous constatez, vous soulignez qu'en fait, il y a deux solutions pendant le confinement, deux possibilités. Soit les gens ont coupé tout lien avec leur employeur, ou plutôt leur employeur a coupé tout lien avec eux, soit au contraire, il y a eu une grande intensification de cette période de travail. Oui, merci beaucoup. Alors en effet, j'ai interrogé quelques personnes. Évidemment, il faudrait le faire avec beaucoup plus de monde pour avoir un échantillon représentatif. Mais du moins, ce qu'on peut constater, c'est que à la fois chez les femmes de ménage, donc qui travaillent à temps partiel pour certaines familles, et chez les employés domestiques qui travaillent à temps plein chez des gens en général un peu plus riche, parce qu'il faut quand même un certain niveau de vie en fait pour avoir accès à la domesticité à temps plein. La période de confinement a été une période un petit peu chamboulée, alors dans deux sens peut-être contraires, c'est-à-dire que on a constaté en fait que certaines, beaucoup même de femmes de ménage ont perdu des heures de travail parce que en fait la situation typique d'une femme de ménage à temps partiel, c'est qu'elle a plusieurs employeurs, par exemple 5 ou 10 employeurs chez qui elle travaille quelques heures par semaine, et en fait du fait de la peur liée au Covid, des mesures sanitaires, etc. Et certaines femmes ont perdu en fait des employeurs qui soit avaient peur en fait de les avoir chez elles pour des questions de transmission du virus, ou soit en fait étaient des employeurs qui du coup ont travaillé chez eux et donc ont eux-mêmes assumé les tâches ménagères en fait qu'ils n'assumaient pas en allant au travail à l'extérieur de leur domicile. Et puis alors on a une autre situation, comme vous le disiez, où en fait, et ça c'est une situation qu'on remarque plus chez les très très riches,
Les très très riches qui ont à leur service un ou plusieurs, parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment une dizaine de domestiques à temps plein. Je dis domestique, évidemment c'est un terme neutre et général pour décrire les travailleurs domestiques. Et ben les très riches, eux, qui ont 1, 2, 3, 4, 5, voire plus travailleurs domestiques à leur domicile, ont gardé en fait leurs travailleurs domestiques chez eux, et donc ce sont des gens qui pour le coup ont pu aussi garder leur emploi, mais avec peut-être l'impossibilité d'aller voir de temps en temps aussi leur famille le week-end, etc. lorsqu'ils ont de la famille. Ils sont restés au domicile de leurs employeurs. Voilà, ils sont restés au domicile de leurs employeurs. Et alors, il y a des profils très variés de travailleurs domestiques, très variés, aussi bien d'un point de vue social, socio-économique, social, que des conditions dans lesquelles ils sont employés. Mais disons que beaucoup, en fait, le domicile de l'employeur, c'est leur seul domicile. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autres maisons, en fait. Il y en a qui ont une famille et donc du coup qui rentrent chez eux, par exemple, une fois par semaine ou une fois par mois, dans certaines situations. Et il y en a d'autres qui n'ont pas de famille, qui consacrent leur vie à ces employeurs. Et donc eux, forcément, en fait, leur dire de ne plus travailler, ça serait aussi leur dire de ne plus avoir de logement, en fait, pendant cette période. Donc, voilà. Okay. Alors ça, c'est une catégorie de travailleurs, Bruno Cousin, que vous avez étudié, peut-être plus, ou plus particulièrement, les gens qui travaillent pour les très riches. Est-ce que vous avez, vous aussi, ressenti ces deux possibilités ou constaté ces deux possibilités même si on travaille pour des très riches, on peut soit avoir travaillé beaucoup, soit au contraire ne plus du tout se déplacer pour aller travailler chez son employeur. Alors, en fait, en termes de personnes ayant vraiment étudié en fait les employés domestiques qui travaillent chez les très riches, c'est aussi Alizée en fait qui a beaucoup travaillé sur ça, parce que sa thèse en fait est sur ça. Donc la grande spécialiste de ces questions-là, c'est ça. Mais je suis ravi d'avoir tous ces néanmoins, en fait, je pense que ce qui est intéressant, par exemple, dans le numéro d'acte qu'on a co-dirigé ensemble avec Anne Lambert, on s'est intéressé en fait plus largement aux professions qui en fait sont des professions de services rapprochés, en fait, de services à la personne. Donc, pas simplement aux employés domestiques, mais également, si vous voulez, à des professions qui servent, en fait, les riches dans le cadre d'hôtels, sur des compagnies aériennes, à des gens qui les servent à domicile, mais en fait, qui sont pas, en fait, des employés domestiques au sens strict, mais qui vont être plutôt, par exemple, des coachs, des précepteurs, etc. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, ces différentes professions ont été, en fait, très inégalement en fait, affectés par la logique de confinement, notamment parce qu'évidemment, pour certains d'entre eux, il y a eu le fait que leur secteur professionnel a arrêté son activité. Évidemment, les compagnies aériennes, les hôtels ont fermé. Et pour d'autres, au contraire, en fait, ils ont été en fait directement affectés par le confinement et par la possibilité justement de savoir si, vu qu'ils travaillaient à domicile, comment l'organisation en fait du domicile allait évoluer. Et là, effectivement, on a cette opposition en fait forte que a souligné Alizée, effectivement, entre des gens qui travaillent plutôt pour on va dire, des classes moyennes supérieures ou des classes supérieures un peu moins riches, qui sont pas en fait des employés qui vivent à domicile et qui ont plusieurs salariés, et de l'autre côté ceux qui effectivement travaillant à 100% pour le même employeur ou en fait et parfois même habitant chez eux ont évidemment vécu la situation de façon différente. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait on a vu dans un certain nombre de pays, on va dire dans les pays européens ou aux États-Unis, tout d'un coup surgir dans la relation employeur-employé, en fait. Et d'ailleurs, ce sont dans certains cas, ça peut être par exemple pas strictement des employés, mais des professions indépendantes, mais qui ont des clients, un nombre très limité de clients, par exemple, comme c'est le cas pour les coachs personnels, etc. C'est pas forcément une relation salariale. Mais en fait, ce qu'on a vu se produire, c'est que on a vu arriver en fait la question sanitaire et de la protection contre les maladies, qui est en fait au cœur de la relation employé-employeur dans des pays par exemple comme le Brésil, comme l'Inde, sur lesquels par exemple j'ai eu l'occasion de travailler, et on voyait que la relation en fait d'emploi domestique était très très fortement structurée par ça, avec des employeurs qui se préoccupent de savoir si leurs employés sont vaccinés, de
comment se protéger pour ceux qui vivent pas là, pour qu'ils évitent d'importer des maladies des quartiers pauvres dans le logement des employeurs. Et enfin, peut-être une dernière chose qu'on peut souligner, c'est que même si il y a en fait effectivement une opposition entre ces différentes catégories d'employés domestiques, enfin entre ces deux pôles d'employés domestiques qu'a souligné Alizée, même au sein en fait des maisonnés les plus riches, il y a quand même en fait eu des différences. Par exemple, le cas a été en fait très fort. La différence, le contraste a été très fort, par exemple aux États-Unis. Ou par exemple, dans une ville comme New York, vous avez eu malgré le fait que vous aviez par exemple, un certain nombre de personnes qui habitaient malgré tout en appartement, donc en fait dans des copropriétés, et qui auraient bien aimé en fait pouvoir garder leurs employés domestiques ou parfois les faire venir chez eux et les faire venir habiter chez eux. Mais en fait, le règlement de copropriété l'interdisait. Et leurs voisins, parfois moins aisés qu'eux, disaient non, on ne donne pas l'autorisation. Il l'interdisait aussi pour des raisons sanitaires, c'est-à-dire plus de monde dans un même immeuble, plus de risques. C'est ça. Et là, du coup, vous avez il y a eu un certain nombre de reportages, parfois même avec une dimension presque quasi comique, de personnes très riches qui savaient pas où se trouvait le local poubelle chez eux, dans certains cas qui savaient même pas où étaient rangées les choses pour faire le ménage, qui du coup appelaient leurs employés domestiques pour dire qu'est-ce qu'il faut utiliser pour nettoyer la salle de bain, etc. C'est la première. Certains en plus qui étaient des héritiers témoignaient. C'était la première fois qu'ils nettoyaient une salle de bain dans leur vie, donc ils paniquaient complètement. Et puis effectivement, dans certains cas, il y a eu aussi vraiment des cas en fait de repli sur des résidences secondaires, notamment sur les résidences secondaires. Et là, par exemple, la presse américaine a beaucoup parlé du cas des Hamptons, où sont concentrées une grande partie des résidences secondaires en fait de la côte est des États-Unis, de la métropole new-yorkaise. Donc il y a eu des phénomènes un peu similaires à ceux qu'on a connus en France nous avec le Normandie, l'île de Ré, sur lesquels beaucoup de Parisiens aisés se sont repliés. Et là, donc effectivement, pour les ménages vraiment les plus riches, il y a eu des cas en fait où les gens se sont repliés avec en fait leur personnel domestique, parfois en amenant du personnel domestique. Alors souvent ils sont déjà sur place, mais parfois en amenant du personnel domestique qui était habituellement dans leur résidence principale. Et dans certains cas, en fait, par exemple, il y a eu un de nos collègues qui s'appelle Justin Farrell, qui a travaillé en fait sur la commune de Jackson Hole, en fait, qui se trouve dans le Wyoming, qui est le comté en fait le plus riche des États-Unis, enfin des comtés ruraux les plus riches des États-Unis, a expliqué comment en fait, au moment du confinement, tout d'un coup, l'aérodrome local a vu atterrir des jets privés avec des familles qui venaient se replier sur leur ranch, amenant leurs domestiques avec eux, dans certains cas amenant aussi du personnel médical avec eux, et dans certains des cas les plus extrêmes, amenant aussi des respirateurs artificiels en fait avec eux pour le cas où justement ils attraperaient le Covid, etc. Avec évidemment des phénomènes là du coup qui sont liés à la multiterritorialité des classes les plus riches et aux effets que le confinement, à la façon dont le confinement s'est traduit en termes de multiterritorialité, qui fait que ces endroits ont parfois été contaminés parce que les gens arrivaient des métropoles et où il y avait beaucoup plus de cas. Et dans certains cas, ça a évidemment déséquilibré le rapport entre le nombre de patients potentiels et le service sanitaire local. Voilà, le service sanitaire local. Ouais. Ouais. C'est vrai que ces questions sont donc aux États-Unis, celles dont vous parlez, ou en France, finalement, du coup, c'est assez proche. On a eu un peu les mêmes débats, bien sûr, au moment du confinement. Alizée Delpierre, là, quand Bruno Cousin parle de questions sanitaires ou de ressenti, de propreté, d'infections possibles venant de la part des craintes d'infections possibles venant soit d'employés, et sans doute certainement des employés qui se posent des questions en allant travailler chez des gens. Est-ce que je crois que vous avez vu ça ou on vous a parlé de ces questions-là, la crainte de se contaminer l'un l'autre ou de ne pas être propre, avec beaucoup de guillemets? Oui, et ça, c'est vrai que justement, oui, ce qu'a dit Bruno Cousin, c'est vraiment très très structurant de la relation en fait du coup domestique telle que moi je l'étudie, c'est-à-dire vraiment dans le cas d'employés de maison. Mais je pense qu'en fait c'est également le cas avec tous les autres personnels comme les coachs ou les coiffeurs à domicile, etc. qui viennent. Il y a vraiment cet enjeu en fait sanitaire qui, au-delà de la crise, qui a sans doute été exacerbé avec la crise et avec le virus, avec cette potentielle idée chez les employeurs qu'en fait les pauvres ou les gens qui sont pas forcément pauvres mais qui sont issus de milieux sociaux
plus bas dans la hiérarchie sociale que le sien, sont des gens qui potentiellement sont plus sales, ont un rapport en fait à la propreté et à l'hygiène qui n'est pas le rapport qu'ont les classes supérieures. Et ça, c'est quelque chose qui est très très structurant en fait de la relation domestique et qui en fait exacerbe aussi une certaine forme de rapport de domination en fait entre les employeurs et les employés, avec voilà des employés qui seraient par essence en fait, parce qu'ils sont issus de certains milieux sociaux. Et c'est encore plus exacerbé dans le cas où ces employés sont, comme on dit en sociologie, racisés. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes un employeur blanc et que vous avez à votre service des domestiques noirs ou d'origine, je sais pas, indienne, philippines, etc. Et ben ces gens-là, de par leurs origines nationales et donc leur couleur de peau et donc tout l'imaginaire aussi raciste qui est associé à leurs origines nationales, géographiques, sont assimilés à une forme de saleté. Enfin, c'est une logique qui d'ailleurs est assez commune en fait dans le discours même raciste qui a eu tout au long de l'histoire. Et c'est vrai que là, ça s'est quand même exacerbé avec le Covid, avec en fait des employeurs qui prenaient l'argument justement de cette potentielle transmission du virus par l'employé, alors même qu'ils continuaient à fréquenter aussi des entre-soi bourgeois en fait de leur milieu, mais qui donc sont d'emblée perçus comme des gens plus propres. Et ça, Bruno Cousin citait l'ouvrage collectif qu'il avait dirigé sur le rapport à l'espace urbain, etc., entre les riches et les pauvres. Et on voit très bien dans ce livre-là, notamment dans certains pays, même comme en Inde, etc., où les classes sociales supérieures ont un rejet en fait catégorique des pauvres, justement parce qu'ils connotent alors à la fois la violence, la délinquance, tout ça, mais aussi le sale, en fait, une hygiène très sale. Ouais. Et là, avec le virus, c'est exacerbé, quoi, dans les discours des employeurs. Ça peut réactiver des clichés, des stéréotypes, mais ça, c'est des salariés à domicile qui vous disent ça quand vous les interrogez, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être exprimé, ou en tout cas qui est très facilement perceptible de la part des employeurs? Oui, moi quand je rencontre beaucoup d'employés, quand je les interroge sur leur relation déjà aux employeurs, c'est quelque chose qui, en dehors du Covid, revient sans cesse. Les employés savent très bien qu'ils sont perçus comme sales, et d'ailleurs c'est un objet de un enjeu dans le recrutement. Lorsqu'un employé en fait veut être recruté, faut qu'il ou elle montre qu'elle est ou qu'il est propre. Et les employeurs l'expriment aussi en entretien, me disent comment est-ce qu'ils recrutent un employé, et ils me disent par exemple je regarde ses ongles, parce que c'est un critère de propreté, la façon dont il ou elle s'habille, son odeur, il y a la question de l'odeur qui revient. Et là, pendant le confinement, en effet, il y a des employés qui m'ont clairement exprimé le fait que des employeurs leur avaient dit, vous comprenez, en fait, c'est pas du tout propre que vous veniez chez nous. Et il y en a même une qui m'a dit, mon employeur m'a clairement dit, c'est parce que je viens de Saint-Denis. Et donc Saint-Denis, 93, département populaire, et donc le deuxième département le plus touché en France. Voilà. Et en plus, voilà. Mais pour des questions de promiscuité, de fait que les gens qui habitent là souvent sont ceux qui étaient en première ligne, les premiers de corvée, etc. Des gens qui étaient en contact avec la population, qui ne travaillaient pas de chez elles, et donc qui ont sans doute été plus touchés avec un système de soins bien moindre par ailleurs. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, en termes de réactivation, alors au sommet, en fait, parmi les ménages vraiment les plus riches, ce qui a été en quelque sorte assez, pour un sociologue, même pour un historien, ce qui a été assez, en quelque sorte, fascinant scientifiquement et effrayant, quand on y assistait, évidemment, c'était de voir qu'en fait, ce qu'on a observé, c'est que, en fait, d'un côté, si vous voulez, on assiste en fait à un retour, en fait, de la domesticité, et notamment à un retour de la domesticité en partie aussi à plein temps, qui est lié à l'augmentation, en fait, des inégalités. C'est-à-dire qu'en fait, ce phénomène bien décrit par Thomas Piketty et tous ses collègues, donc Emmanuel Saez,
Camille Landais, etc., cette augmentation, en fait, notamment des inégalités tout en haut, en fait, de l'échelle sociale, avec une augmentation de la variance au sein du 10% ou du 1% des plus riches, évidemment, il s'est traduit aussi par une sorte de retour, si vous voulez, d'une catégorie et redéveloppement d'une catégorie en quelque sorte de serviteurs, si vous voulez, qui en fait durant les années 60, les sociologues considéraient ça comme une sorte de rémanence prémoderne qui avait vocation à disparaître en fait avec le développement et la modernisation de la société. En fait, depuis les années 90, on voit qu'il y a un retour. Et donc, on a d'un côté, si vous voulez, ce retour en quelque sorte de profession au service des riches et alors qui renvoyait plutôt à des imaginaires du 19e siècle, traditionnellement. Et puis, d'un autre côté, on a en fait autre chose, un autre retour, qui est celui des pandémies, en fait, qui était aussi, si vous voulez, un phénomène qu'on considérait comme, en gros, ayant quasiment disparu, du moins à cette échelle-là, en Europe et aux États-Unis, etc. Alors évidemment, il y avait, si vous voulez, il y avait l'épidémie de sida, mais c'était les modalités de transmission étant particulières, étant liées à la sexualité, c'était pas, comment dire, une peur des interactions quotidiennes. Et donc, du coup, effectivement, on voit là, au sein de ces maisonnées extrêmement aisées dans lesquelles il y a des serviteurs, du personnel domestique, se reposer en fait des questions, des dilemmes qui étaient des dilemmes en fait que vous pouvez retrouver dans la littérature du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, à une époque où effectivement ces questions des pandémies et du fait que le serviteur pouvait vous contaminer étaient en fait une préoccupation tout à fait banale et centrale dans la construction de la relation de travail. En termes, en revanche, plus larges, si vous voulez, effectivement, ce qui est rendu, en gros, ce qui rend la situation particulièrement compliquée et qui probablement motive aussi, en quelque sorte, les justifications des gens qui sont réticents à réembaucher ou refaire travailler leurs employés de maison, c'est que, effectivement, statistiquement, ces employés de maison, dans la plupart des grandes métropoles, en fait, et en particulier dans les grandes métropoles, parce que dans les zones rurales, c'est un peu la façon dont l'épidémie s'est développée est un peu différent en termes territoriaux. En fait, ces gens, effectivement, leurs employés habitent, pour ceux qui habitent pas chez eux, habitent effectivement dans des endroits plus exposés, utilisent des moyens de transport dans la ville plus exposés, sont souvent mariés ou enfin vivent ou ont des enfants qui sont eux-mêmes en fait parfois dans des contextes et des autres membres de leur famille ont aussi des professions qui les exposent plus parce que effectivement quand vous êtes femme de ménage, vous avez plus de chances que si vous êtes cadre publicitaire d'être marié, si vous voulez, à un vigile de supermarché ou à une personne qui travaille, qui travaille dans le supermarché. Donc, effectivement, en fait, les taux de contamination étaient aussi en quelque sorte plus élevés, et donc ça nourrit cette peur. Une des choses en fait qui est intéressante, et par exemple qui serait aussi intéressante de savoir en termes de recherche et de construction en fait, la façon dont le rapport à l'emploi s'est développé, c'est que en fait, ce qu'a demandé le gouvernement en fait au moment du confinement, quand il est apparu que les employés de maison n'avaient de fait plus le droit en fait de venir travailler chez leurs employeurs. En fait, il a demandé par exemple aux employeurs qui le pouvaient, qui en avaient les moyens, dont on suppose qu'il y en a quand même un certain nombre, de continuer en fait à payer leurs employés domestiques, même si les employés ne venaient pas, et de les payer comme s'ils venaient, d'accord ? Et d'ailleurs, dans certains cas, la demande était même de ne pas faire appel, si vous voulez, aux modalités de remboursement, c'est-à-dire de dire non, si vous pouvez, c'est votre contribution en fait un peu à l'effort national, continuez à les payer comme s'ils travaillaient chez vous, même si en fait pendant cette période ils ne viennent pas. Là, je ne sais pas si on a encore des données, mais ça serait très intéressant, par exemple, de savoir qui l'a fait, si ça a été fait. Ça serait un indicateur. Je ne sais pas si Alizé Delpierre a ces données sous la main, mais en revanche, peut-être que vous en avez vous-même discuté avec des salariés, ou est-ce que vous avez des vents de ça, des gens des employeurs qui ont continué à payer leurs salariés, et quelle relation peut-être ça crée avec entre employeurs et employés. Et puis la question suivante, c'est justement aujourd'hui, comment ça se passe est-ce qu'on revient travailler? Est-ce que tout est redevenu comme avant? Comment ça se passe, quoi? Il y a un peu les deux questions. Quelles sont les relations pendant le confinement si on ne travaille pas ensemble? Et ensuite, comment on retourne au travail?
Oui, alors oui, en effet, il y a eu des cas d'employeurs. Alors si on sort aussi de la domesticité seulement réservée aux très très riches, ce que disait Bruno Cousin sur le retour des domestiques, en fait, c'est le cas aussi dans toutes les... Enfin, pas dans toutes les classes sociales, parce que quand on est pauvre, de toute façon, on peut pas avoir recours à la domesticité. Mais disons que c'est même le cas, en fait, chez les classes moyennes supérieures qui ont recours à une femme de ménage quelques heures par semaine. C'est quelque chose c'est une pratique, en fait, croissante. Et notamment, l'État. Alors, c'est le cas de l'État français, mais c'est aussi le cas d'autres États européens, parce qu'en fait, c'est à la base des directives, en fait, lancées par la Commission européenne, qui encouragent, en fait, les États à mettre des mesures pour pouvoir inciter les gens à avoir recours à des services à la personne. Et il y a notamment des dispositifs qui encouragent ça, comme le droit à avoir un crédit d'impôt ou des déductions fiscales, en fait, quand on a recours à son employé. Donc, du coup, bon, c'était juste pour en même temps, pour faire un petit peu le lien avec des situations de domesticité qui sont plus, on va dire, générales et plus représentatives de ce qui se passe en France. Oui, et il y a par rapport aussi beaucoup de personnes âgées, en fait, ou de personnes ayant, en fait, des problèmes physiques qui ont recours, en fait, à du personnel de maison. Et pour cela, il y avait aussi un autre problème, c'est qu'ils faisaient partie des populations vulnérables. Oui. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, chez ces personnes-là, dans le cadre des aides à domicile aux personnes âgées, il y a eu vraiment deux choses. C'est-à-dire que soit, en fait, la famille a assuré, du coup, à la place de l'employé l'aide, soit, en fait, on a demandé aux employés de rester s'occuper de la personne âgée. Et parfois, moi, j'ai rencontré quelques employés aides à domicile qui, elles-mêmes, en fait, ont refusé d'aller travailler auprès de la personne âgée par peur de contaminer la personne ou d'être elles-mêmes contaminée. Et par rapport à la question que vous posiez sur le comportement des employeurs, en fait, vis-à-vis des salariés pendant la crise, il y a en effet des employeurs qui ont continué de rémunérer leurs employés. C'est le cas, par exemple, d'employeurs qui avaient établi un contrat d'embauche avec leurs employés qui les payaient par CESU, donc les chèques emploi-service. Donc également une autre initiative mise en place par l'État pour encourager la déclaration, en fait, des employés, parce que du coup ça simplifie le côté administratif de la déclaration. Et donc j'ai rencontré certains employés qui ont eu certains employeurs, du coup, qui continuaient à leur verser leur salaire alors même qu'ils n'allaient pas faire le ménage, parce que ces employeurs considéraient qu'ils pouvaient continuer à payer 2 ou 3 heures de ménage par semaine à leur femme de ménage, en fait, en son absence. Voilà. Mais alors le problème, c'est que comme comme les employés ont souvent plusieurs employeurs, même si un de vos 10 employeurs continue de vous payer le salaire hebdomadaire, ça fait quand même pas grand-chose à la fin. Et il y a également eu, en fait, il faut aussi parler du cas des employeurs qui ont recours à une agence de service à la personne qui délègue en fait le recrutement et parfois l'embauche du salarié à une agence. Et donc l'agence est elle-même prestataire de service, c'est-à-dire que l'employé est salarié de cette agence. Et donc en fait, ces agences-là ont eu tendance à mettre au chômage partiel les employés qui soit ne voulaient pas aller travailler ou soit pour lesquels les employeurs ne voulaient plus de leur service pendant un moment. Mais alors c'est pareil, la question du chômage à temps partiel, lorsqu'on a déjà des salaires quand même assez dérisoires quand on est employé de maison, bon, du coup, il y a eu clairement des problèmes économiques. Et alors, pour votre deuxième question sur comment ça se passe en ce moment, alors encore une fois, il faudrait vraiment faire une grande enquête sur la période du confinement. On l'attend avec beaucoup de... Voilà, en tout cas, les échos que je peux avoir, c'est que pour ceux qui ont continué à travailler, voilà, il faut respecter alors les gestes barrières. Alors après, il y a cette question aussi qui a aussi été une grande question pour les agences de service à la personne, qui était comment mettre en place les gestes barrières, enfin dire aux employeurs ou aux employés de porter le masque, de pas être ensemble dans la même pièce, sauf que si vous habitez dans un 40 mètres carrés et que votre femme de ménage elle vient, en fait c'est un peu compliqué de respecter ces mesures. Bon, il y a eu ça. Et d'un point de vue strictement économique, alors en fait, certains employés qui ont perdu des employeurs ont du mal
à retrouver aussi du travail, parce qu'il faut savoir qu'on ne trouve pas non plus une maison dans laquelle faire le ménage du jour au lendemain. Alors ça dépend de plein de choses, ça dépend du quartier où on habite aussi, hein. Si on peut être en fait assez connu dans un quartier en tant que bonne nounou, comme bonne femme de ménage, et donc du coup par le bouche à oreille retrouver en fait assez facilement un emploi. On peut avoir recours à une agence, et donc du coup là les agences sont en train les relations sont en train d'être rétablies progressivement. C'est ce qui, enfin les agences encouragent fortement leurs salariés à retourner au travail. Et puis par contre, voilà, il y a des femmes et des hommes qui, en fait, ont des enfants aussi, qui ne vont pas à l'école, ou qui, du coup, du fait des réouvertures assez inégales des écoles ou des crèches, en fait, ne peuvent pas retourner travailler aussi chez des employeurs, de potentiels employeurs, parce que il y a toutes les autres tâches domestiques à assurer dans leur propre foyer. Donc, il y a un retour quand même au travail qui se fait, parce qu'en général, c'est quand même des femmes et des hommes dans une proportion plus minoritaire, mais on va dire des femmes qui veulent retourner travailler parce qu'il y a une urgence en fait économique. Mais le problème, c'est que lorsque ces femmes ont des enfants à charge qui ne peuvent pas être gardés, ou lorsque ces femmes en fait ont perdu des employeurs, c'est pas forcément facile de trouver un employeur, sachant que là on en est quand même qu'au début du déconfinement, et que un employeur en fait qui veut une nouvelle femme de ménage va peut-être pas le faire tout de suite. En fait, du coup, c'est plus compliqué de trouver un nouvel employeur lorsqu'on a perdu un ancien employeur. Okay. Voilà. Écoutez, donc en gros, il faut qu'on se revoie un peu après la rentrée de septembre, cet automne, au début d'hiver, pour faire un point. On doit déjà s'arrêter car notre temps est compté, mais je vous remercie beaucoup. Je voulais simplement signaler que là, on a parlé beaucoup d'employeurs qui déclarent leurs salariés, mais qu'évidemment, la situation est encore plus exacerbée et compliquée pour les nombreux salariés qui travaillent, travailleurs qui travaillent au black sans être déclarés, au noir. Voilà. Alizée en parle d'ailleurs dans son article de Contretemps. Il y a un des cas qu'elle explore qui. Absolument, je vous invite à lire sur le site de Contretemps l'article d'Alizée Delpierre, et aussi la revue co-dirigée par Bruno Cousin, le numéro de la revue co-dirigée par Bruno Cousin, Acte de la recherche en sciences sociales, qui s'appelle Servir les riches. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Merci à vous, Dan. Merci beaucoup à vous. Je dis à nos spectateurs à une prochaine fois dans LR Libre, et on se quitte en laissant la parole à nos déconfinautes, Usul et Cotentin. Donc, à très bientôt. Au revoir. Tu m'entends ? Ouais, pour l'intro, je t'ai préparé un petit résumé du discours de Macron. Ah bah vas-y, je t'en prie. Chers employés de la Start-up France, il va falloir se remettre au boulot. Parce qu'à un moment, ça va. Vive la police. Ah, et sur les trucs de l'antiracisme là, ça va un peu loin le séparatisme, non ? Je me disais, est-ce que les vrais racistes, ce seraient pas les antiracistes ? Ah, vous n'y avez pas pensé à ça ? Eh bien d'ailleurs, j'en parlais pas plus tard qu'hier avec mes amis Éric Zemmour et Philippe de Villiers, et nous disions... Alors moi je voulais qu'on parle du truc des PS4 là, les PlayStation à 95€. Ouais, oui, c'est comme le Nutella il y a 2 ans, ça, oui. Ouais, bon, sauf que là c'est des PS4 à 95€. Ah bah je sais bien, non mais moi-même j'y serais allé, je leur jette pas la pierre. Ah bah oui, surtout en ce moment il faut pas jeter des pierres. Alors ce matin, on a vu circuler des images de cohue devant un Lidl en Ile-de-France. En cause, une promo exceptionnelle des PS4 à moins de 100 balles. Ouais, pour vous donner une idée, normalement une PS4 neuve c'est 3 ou 4 fois plus, donc ça valait le coup. Ouais, promo de ouf, donc forcément il y a eu beaucoup de monde, dès 8h c'était blindé, il y a même des gens qui ont dormi devant le magasin pour être sûrs d'être à l'heure, forcément les flics sont intervenus. Et ils nous ont une fois de plus montré leur expertise en matière de gestion des foules et de maintien de l'ordre. Bonne année! Et des lacrymos pour tout le monde, allez! Oui, en plus on a regardé les vidéos, c'était une foule qui était quand même plutôt calme, ils venaient là pour une promo, pas pour foutre le sbeul. Il y avait même des gens qui attendaient pour faire leurs courses, des mères de famille, tout ça, donc bon... Ils cassent comme si on était une manifestation, je sais pas quoi. Je suis là juste pour faire mes courses, moi. Ouais, bah après on sait pas tout le contexte, si ça se trouve il y en a peut-être qui avaient déjà eu des contraventions, on sait pas, En tout cas, ce qu'on a pu voir, c'est que les flics se sont aussi gazés eux-mêmes. Ah, ça pique, Ça pique, Ça pique,
Ils se sont gazés eux-mêmes. Bah peut-être que eux-mêmes, ils avaient un casier, hein. On n'a pas le contexte, hein. Faudrait voir les images avant. Là, on n'a qu'une version de l'histoire. Bon, en tout cas, tout le monde a perdu son temps parce que le Lidl, bah, il a pas ouvert. Votre information, la vente de PS4 dans le magasin Lidl Orgeval est annulée. Alors là, évidemment, les écolos bourgeois, ils vont nous saouler en mode oui, les pauvres, ils sont consuméristes alors que la planète... Ouais, moi j'ai passé mon confinement à faire du pain bio et du compost, et là je sors et qu'est-ce que je vois? Une bande de sauvageons qui se ruent sur des PlayStation probablement fabriqués en Chine et amenés en Europe sur des porte-conteneurs monstrueux, mais n'importe quoi. Alors qu'on s'amuse très bien avec le Molki, hein. C'est un jeu avec des bouts de bois, c'est finlandais, quoi, tu connais pas? Bon, moi je voulais qu'on parle des flics. Ah bah oui, ça change un peu. Ouais, mais pas les mêmes, j'en ai d'autres là, parce que là on a regardé des flics un peu nuls, je voudrais qu'on regarde des flics terriblement malaisants. Ça s'est passé à Roubaix ou à Saint-Denis, voilà, là on est à Saint-Denis et c'est une nouvelle opération de com de la police, les Robocop distribuent des bonbons dans la rue. C'est glauque, hein. Ouais, puis distribuer des bonbons aux enfants avec une camionnette blanche, ça fait quand même très fait entrer l'accusé, quoi. Regardez, ils ont mis des ballons licornes sur le panier à salade. Et putain, un camion de police, c'est un camion de police, ça reste sinistre. Il a dû se passer des trucs horribles dans ce camtar. Y a que les identitaires qui sont contents de faire une balade en camion de police. Non, vraiment, les gars, va falloir faire mieux que 3 ballons et 2 paquets de fraises Tagada pour rendre les flics sympathiques. Y a du boulot encore. Ouais, par exemple, Castaner avec un chapeau rigolo, bah ça reste Castaner. Castaner. Tu crois que Castaner, il accepterait de mettre un chapeau rigolo pour calmer un peu les tensions? Bah, si nous on demande, non. Mais s'il y a 20 flics qui manifestent devant le ministère de l'Intérieur, alors là, il te met le chapeau, il te fait une chorégraphie cul nu et il termine sur un dab, hein. Pas de soucis. Merci Usul et Cotentin. À l'air libre, c'est fini. Vous pouvez nous écrire à la même adresse que d'habitude, alairlibre@mediapart.fr. Bonne soirée à toutes et à tous. À demain.